Écoutez, on va démarrer cette réunion qui se fait en deux parties. Une partie en présentiel, je suis entouré de quelques collègues ici, et puis un certain nombre de sénateurs qui sont également en visioconférence. Dans le cadre des travaux de notre délégation aux entreprises sur les nouveaux modes de travail et de management, en particulier leur impact sur la santé au travail. Évidemment, je vous remercie. On est particulièrement heureux de vous donner la parole car les témoignages de chefs d'entreprise sur le terrain constituent l'ADN de notre délégation, j'allais dire en principe, puisqu'on ne peut plus se déplacer sur les territoires ni visiter les entreprises. On se rabat sur un travail de table ronde et ces contraintes sanitaires nous empêchent les déplacements habituels de notre délégation. Cependant, nous pouvons ce matin vous entendre, nous présenter votre expérience qui va nous éclairer sur les évolutions des modes de travail et les outils imaginés pour accompagner les changements. Et je remarque l'arrivée donc de M. Franck Devegel, qui est fondateur et président de Clay Job en Seine-Saint-Denis, qui va nous éclairer sur les atouts des groupements d'employeurs. Donc chacun d'entre vous, issu d'un département représenté ici, soit par les rapporteurs, soit par moi-même. Vous représentez le dynamisme entrepreneurial de nos territoires et avec mes collègues rapporteurs, Martine Berthet, Savoie, Michel Canvet, Finistère, Fabien Gay, Seine-Saint-Denis, et moi-même, Indre-et-Loire, nous sommes heureux que nos départements puissent être représentés ici par des chefs d'entreprise impliqués et désirés de partager leur expérience. Je vais passer la parole à M. Devegel pour Clay Job en Seine-Saint-Denis. Vous avez la parole, monsieur. Merci. Donc voilà, Franck Devegel, donc j'ai 46 ans. Donc il y a 5 ans, je me mettais à réfléchir sur la situation de l'emploi en France. Et plusieurs constats. La mutation des métiers était déjà en marche. On l'aperçoit déjà au sein des entreprises à travers le développement des logiciels, la digitalisation qui s'accélère, la robotisation aussi qui commence à entrer un peu partout dans la logistique, l'industrie. L'intelligence artificielle qui en est qu'à ses débuts, mais qui va générer beaucoup de changements très vite. Eh bien, au regard de tout ça, je me suis dit, tiens, il serait intéressant de créer, en tout cas, les conditions d'un monde nouveau pour le salariat, d'essayer de réfléchir différemment. Et j'ai essayé donc de trouver un statut, enfin en tout cas un cadre juridique qui permette peut-être de créer la flexibilité dont ont besoin les entreprises et qui de toute façon des caractères qui ne cessent de fluctuer, qui ne sont pas à l'abri tous les 2 ans ou 3 ans de changer de marché, et puis qui répondent aussi aux générations d'aujourd'hui, qui sont des générations qui sont plus peut-être volatiles, ou en tout cas qui sont aussi plus exigeantes. On parle même de slash génération, ces générations qui vont changer régulièrement de métier. Et puis donc en cherchant bien, j'ai trouvé un cadre qui s'appelle le groupement d'employeurs, sous forme associative, qui permet donc de faire adhérer donc des entreprises qui vont ensuite utiliser les ressources employées par le groupement, qui vont donc se les partager, avec tous les modes possibles, soit une utilisation hebdo, parfois de long terme, voilà, donc rendant, on va dire, assez simple, tout compte fait, le prêt de personnel, tout en garantissant, tout compte fait, aux salariés une certaine sécurité, stabilité. Mais quand j'ai trouvé ce statut, je me suis aperçu qu'il était souvent utilisé, essentiellement d'ailleurs même pour des publics cadres. Et moi, mon ambition, c'était plutôt de m'intéresser à des publics qui, justement, sont plutôt peu qualifiés, qui n'ont pas de diplôme, même la plupart du temps. Et donc, je me suis dit, voilà, on va essayer de créer un groupement qui plutôt s'intéresse à ce type de public. Alors après, pour toucher ces publics, c'est pas toujours évident. Je me suis dit, il fallait aussi ajouter une autre composante. C'était donc des moyens de les repérer plus facilement ou même de les attirer.
Et alors, on a créé chez Clayjob donc les kiosques Clayjob City, qui sont en fait des petites surfaces dispersées, soit dans des gares, en dur, ou soit sous forme de containers que nous aménageons, des containers de 30 mètres carrés, qui permettent en fait de recevoir tous les publics, de discuter de la question de l'emploi, de la formation, et au travers de ces formats, même de leur faire passer un entretien, voire même de les embaucher directement sur ces surfaces. L'intérêt de ces formats, c'est qu'ils attirent plus, peut-être que parfois les institutionnels qu'on connaît, Mission locale pour l'emploi, qui parfois véhiculent une image peut-être un peu ancienne. Eh bien, nous, on vient nous voir plus facilement, qu'on soit d'ailleurs peut-être parfois sans papier, parfois des NITS, comme on dit, hein, les invisibles, qui ne poussent plus la porte des structures publiques de l'emploi. Eh bien, ils viennent nous voir. Ça nous permet, tout compte fait, au travers d'un échange, de voir quelles sont éventuellement leurs attentes, mais aussi les compétences qu'on pourrait peut-être retrouver dans leur profil. Et puis, on s'est dit, on va rajouter encore quelque chose qui va ajouter encore de la souplesse et de la flexibilité, c'est qu'on va recruter que sur la base des compétences. Le CV ne nous intéresse pas, les expériences, vous pouvez en avoir 30 ans d'expérience derrière vous, ça ne veut rien dire pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous savez faire à date. Et nous, à ce moment-là, on vous proposera des postes, nos offres, celles qu'on fait de nos adhérents, hein, des entreprises qui nous font confiance. Eh bien, c'est nous qui allons vous proposer voilà, peut-être un métier auquel vous n'avez pas pensé, mais pour lequel nous pensons que vos compétences sont largement transférables. Donc, on va jouer à fond la carte de la transférabilité grâce aussi à nos algorithmes que nous avons construits pour justement mieux croiser en fait les compétences de nos candidats. Pour ensuite essayer d'aller développer avec eux la polyvalence et voire même les amener à la polycompétence, puisque c'est même la marque de fabrique aujourd'hui de Clayjob. Vous rentrez chez nous, certes, pour peut-être avec un savoir-faire, mais comptez sur nous pour vous amener à l'élargir considérablement, voire même à accepter d'assurer plusieurs métiers. Voilà. Et nous, on estime que c'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout compte fait, c'est vous signez un contrat de travail, vous nous apportez en fait votre valeur ajoutée, mais on va la rendre transférable dans beaucoup de métiers qui, de toute façon, pour nous, reste une considération qui va vite changer. Qu'est-ce qu'un métier aujourd'hui ? On dit qu'aujourd'hui, en 2030, la plupart des métiers n'existent pas encore, de ceux qu'on connaîtra en 2030. C'est bien que la notion de métier est maintenant beaucoup plus transverse. Et donc, raisonner ainsi, pour nous, c'est garantir en fait une large utilisation possible de nos ressources et donc un recrutement et des embauches beaucoup plus faciles à envisager. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la mécanique Clayjob, c'est des embauches tous les jours. C'est des CDI exclusivement. C'est plus de 600 salariés en 3 ans qui sont maintenant dans le groupement, et c'est 1000 salariés normalement d'ici la fin de l'année. Donc c'est une mécanique qui, je pense aujourd'hui, qu'on va pousser encore davantage dans ces marques de fabrique, de façon à pouvoir être une usine, entre guillemets, à développer des compétences et à apporter au bout du compte une offre de service tout à fait, demandée, réclamée par les entreprises qui n'ont pas forcément le temps de recruter, qui ne savent pas forcément recruter et qui, tout compte fait, se tournent vers un groupement tel que le nôtre pour pouvoir justement assurer leur développement. Donc, aujourd'hui, nous avons pu ajouter une brique qui est essentielle, c'est la brique de la formation, parce que vous pouvez en fait rentrer chez nous et tout compte fait travailler toute votre vie au sein de Clayjob, mais encore faut-il qu'évidemment on puisse vous apporter toutes les gaps de compétences nécessaires lorsque vous changez de mission régulièrement, car en effet, certains métiers nécessitent des permis, des habilitations. Voilà, et bien la Clayjob Academy a été conçue pour ça, pour pouvoir justement assurer une compétence permanente et une formation qui, de toute façon, ne s'arrêtera jamais dans votre vie professionnelle chez Clayjob. Alors, nous avons quelques freins, évidemment, parce qu'aujourd'hui, on pourrait déjà être à 3000 salariés si, évidemment, on avait quelques freins qui sautaient. Le premier, c'est évidemment le besoin en BFR. Le BFR d'un groupement d'employeurs est clé, puisque
Nous embauchons donc des gens tous les jours. Nous devons les payer chaque fin de mois. Nos adhérents ne payent pas forcément réception de facture. Et c'est un peu le frein d'ailleurs de beaucoup de groupements d'employeurs. Et c'est bien dommage que, par exemple, un organisme comme la BPI ne permette pas de suivre justement les besoins d'un groupement d'employeurs. La BPI ne considère pas le groupement d'employeurs comme une entreprise qu'on fait normale, alors que pour autant, des partenaires bancaires classiques arrivent à nous suivre. Et ça, c'est un peu dommage. Ensuite, l'autre frein, pour moi, c'est les OPCO. Les OPCO aujourd'hui ne comprennent pas la logique groupement d'employeurs. Ça ne rentre pas dans les cases. C'est compliqué. Si aujourd'hui les OPCO nous suivaient correctement, c'est peut-être déjà 200 ou 300 contrats d'apprentissage que nous aurions déjà embauchés. Mais il est compliqué de leur faire suivre notre logique, qu'ils trouvent peut-être parfois aventureuse, mais pourtant qui fonctionne. Et qui est très adapté justement aussi à des publics jeunes qui constituent chez nous plus de 36% de nos effectifs, parce que le groupement d'employeurs, tout compte fait, c'est un modèle qui convient très bien à ces générations, qui de toute façon ne veulent pas s'inscrire pour la vie dans un métier ou dans une entreprise, et qui grâce à ce fonctionnement, tout compte fait, connaissent plusieurs vies, sont stimulés tous les 7-8 mois, qui sont un peu les temps d'usure, qui permettent aussi de leur proposer d'autres voies lorsque certaines ne fonctionnent pas. Voilà, donc aujourd'hui, si je devais être l'ambassadeur du groupement d'employeurs et pousser peut-être l'État à reconsidérer peut-être cette question de ce qui entoure le groupement d'employeurs, c'est-à-dire à la fois l'aspect financier et l'aspect formation, je crois qu'il y a très très belles choses à faire. Nous ne sommes pas seuls sur le marché. Vous avez Alliance Emploi, vous avez d'autres groupements qui essayent justement d'émerger et qui luttent un peu tous les jours contre ces freins. Mais bon, aujourd'hui, ça ne nous empêche pas de nous développer. Nous assurons souvent par nous-mêmes le développement. Les collectivités commencent à s'intéresser justement au groupement d'employeurs. C'est ça qui est intéressant. Nous avons plusieurs partenariats avec des départements, des communautés de communes qui nous accompagnent parfois sur des implantations et qui voient donc l'intérêt justement de ce type de modèle qui est à la fois une solution pour leur tissu économique local, TPE, PME, mais aussi pour les publics justement en recherche d'emploi ou de formation. Voilà. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller plus loin sur la question, en tout cas des groupements, pour lesquels d'ailleurs nous restons à votre disposition si vous aviez des questions. Merci, Monsieur de Vogal. On aura sans doute à aller un petit peu plus loin tout à l'heure dans les questions. Une question, c'est pour évidemment l'entrepreneur de Seine-Saint-Denis sur le groupement d'entrepreneurs. On connaît mal cette question-là. Moi, j'ai une question, combien ça concerne de salariés? Je sais que le CESE avait dû faire un rapport en 2018, disait que c'était quelque chose d'assez intéressant à creuser, parce que ça pouvait créer des emplois là où il n'y en aurait pas s'il n'y aurait pas cette nouvelle forme. Mais il pointait une chose, il faut que ça reste sous une forme associative, à but non lucratif, et il ouvrait une question, c'est qu'on voit que si ça reste sur le domaine des TPE-PME, ça crée de l'emploi, mais si on l'ouvre sur les très grandes entreprises, il y a un risque, donc je voudrais savoir si vous l'apercevez, qu'on externalise un certain nombre de métiers qu'on pourrait internaliser pour les grandes entreprises. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise sur la RH, elle se dit je vais plutôt mettre ça en commun avec plusieurs entreprises, alors que s'il n'y a pas le groupement d'entreprises, elle est obligée de l'intégrer. Donc je voulais savoir si vous aviez cette menace, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour un certain nombre de domaines et de personnes qui n'ont pas d'emploi. Voilà. Merci Fabien. Alors je vais donner la parole à Monsieur de Vogal pour répondre à la question précise. Oui, merci. Donc pour répondre à Monsieur Guerre, en effet, le groupement d'employeurs ne répond pas au même but qu'on s'adresse à des TPE-PME ou à des grandes entreprises, sachant que toutes ces typologies d'entreprises font appel aujourd'hui, en tout cas à nous, mais pas pour les mêmes raisons. Les grandes entreprises, l'intérêt que j'y vois par contre, c'est quand même que nous venons déprécariser les populations d'intérimaires qui sont quand même, on va dire, structurellement et de manière récurrente utilisées par les grandes entreprises. Donc on est quand même une alternative à l'intérim, ce qui fait que d'ailleurs on n'est pas forcément très apprécié de ces groupes, de ces grandes boîtes d'intérim, parce qu'on vient marcher sur leur plat de demande. Mais on est là pour déprécariser.
Concernant les TPE-PME, on vient plutôt concaténer tous ces petits besoins qui aujourd'hui se traduisent soit par des petits CDD, du temps partiel, que nous, on arrive à transformer en CDI temps complet. Et ça, c'est plutôt et comme vous dites, Monsieur Guess, c'est peut-être là où il y a le plus grand vivier potentiel de création d'emplois. C'est bien les TPE-PME, parfois frileuses, ou pas compétentes pour recruter, ou parce qu'aujourd'hui, recruter, ça coûte cher. Vous passez une annonce sur le Bon Coin ou sur etc., il faut payer. C'est pas évident. Il faut prendre du temps pour lire des CV. Il faut recevoir ensuite les candidats, etc. Bon. Donc, pour moi, je crois que, et c'est d'ailleurs une des démonstrations qu'on a fait d'ailleurs à Saint-Denis, où nous avons installé un de nos kiosques sur le parvis de la gare depuis 1 an et demi, où nous avons créé plus de 300 embauches en allant vers les petits commerçants, vers les petites structures qui nous ont confié leurs besoins et que nous avons donc transformé justement en CDI sur le groupement. Donc, moi, je dirais que le groupement d'employeurs, c'est une solution un peu pour toutes les entreprises, mais surtout dans l'intérêt des salariés, puisque tout compte fait, des intérimaires ont une perspective potentielle de CDI, enfin, parce que 70% des intérimaires en France, c'est de l'intérim subi, hein. Ce n'est pas ce qu'ils souhaitent, ils préféreraient avoir un CDI. Et de l'autre côté, les TPE-PME ont enfin une solution pour ne pas avoir en charge pleinement une ressource dont elles ont besoin en termes de compétences, mais qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir. Eh bien, à ce moment-là, elles vont pouvoir le partager entre plusieurs petites structures. Je m'interroge beaucoup sur les jeunes qui sont en dernière année d'études et qui sont contraints, qui vont aller dans des entreprises. Sur l'effet du stage, sont des jeunes qui connaissent pas l'entreprise et qui rentrent avec un ordinateur chez eux. Comment vous les intégrez? Comment vous pouvez les préparer à rentrer dans une année, dans un premier emploi professionnel? Et comment les guider, comment les orienter, voilà. Oui, donc alors dans un groupement d'employeurs, l'avantage c'est qu'on est au contact de beaucoup d'entreprises très différentes, de différentes tailles. Donc c'est un vivier d'entreprises très intéressant à présenter à des jeunes qui cherchent des stages. Donc on a une certaine facilité justement à les placer en stage. Donc j'engage plutôt les jeunes en effet qui chercheraient des stages aujourd'hui à s'approcher donc de ces groupements d'employeurs. Il est clair que aujourd'hui, alors l'apprentissage, on l'a libéralisé aujourd'hui jusqu'à 30 ans. On permet aussi à des entreprises de créer leur propre CFA. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très positif qu'il faut peut-être encore encourager. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, ce qui est peut-être un peu la contrepartie, c'est que beaucoup d'entreprises finissent par essayer de cibler des jeunes apprentis, mais plutôt entre 25 et 30 ans. Et les jeunes de 16 à 22 ans ont du mal à trouver aujourd'hui des entreprises. Pourquoi? Parce que peut-être que ces entreprises-là cherchent déjà une certaine maturité, peut-être même voire un savoir-faire, alors que l'intérêt de l'apprentissage, c'était justement réellement de mettre le premier pied à l'étrier d'un jeune. Et j'ai l'impression quand même, au travers de tout ce que nous voyons, nous, et de ce qui est recherché par un certain nombre d'entreprises, on est plus sur la cible 16, 22, 23, et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Alors nous, en tant que groupement d'employeurs, on arrive à faire un peu le forcing, ou en tout cas la vente quelque part, de l'intérêt en tout cas d'avoir des apprentis jeunes, de les former dès leur plus jeune âge pour pouvoir ensuite en faire des ressources plutôt très fidélisées, redevables aussi envers une entreprise qui leur a donné leur chance, etc. Mais j'espère qu'en tout cas que cette limite d'âge remontée à 30 ans, à terme, ne sera pas un obstacle justement à l'entrée sur le marché du travail des jeunes, des vrais jeunes. Voilà. Merci. Je vais passer la parole à Annick Billon. Vis-à-vis des groupements d'employeurs et donc des OPCO, parce que ça existe depuis un certain nombre d'années. Nous, au Sable d'Olonne, on l'avait développé notamment. Et on voit qu'il y a une difficulté à ce que ces organisations prennent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une concurrence vis-à-vis de l'intérim
Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez? Est-ce que cette concurrence, elle serait identique en fonction des tâches? C'est-à-dire que nous, on l'avait aisément mis en place pour tout ce qui était secrétariat, comptabilité et puis encadrement. Est-ce que sur des tâches un petit peu moins qualifiées, par exemple, est-ce qu'il y a finalement, les agences d'intérim sont-elles des concurrents au développement de ces structures? Merci. Oui, alors, comme vous disiez, en effet, les entreprises créent de plus en plus peut-être leur organisme de formation. Nous, on l'a fait dès le départ, hein, Clé Job Academy, pour accompagner nos besoins, parce que l'offre de formation externe est souvent un peu rigide, avec, par exemple, des dates d'entrée figées, des parcours trop longs par rapport à des publics, par exemple, comme ceux que nous avons l'habitude, nous, d'embaucher. Ce sont des publics parfois qui ont fui l'école. Ils ne se voient pas revenir pour des parcours de formation, par exemple, de 5 ou 6 mois, qui sont d'ailleurs un peu imposés par les référentiels. Les référentiels, c'est-à-dire les titres RNCP, etc., sont beaucoup trop longs pour ce type de public. Donc, ça a été quasiment une logique pour nous de créer notre organisme, pour créer des petits parcours de formation et plutôt cibler une intervention de formation de manière chirurgicale en fonction des besoins aussi des entreprises. Il faut que les formations soient plus en phase avec aussi les besoins des entreprises, ce qui n'est pas vraiment toujours le cas sur des formations type AFPA ou autres, qui parfois, pour moi, manquent un peu de modernité, d'ailleurs tant dans leur contenu que dans leur dispense. La VR, la réalité virtuelle, etc., c'est des choses qu'aujourd'hui, nous, on a déjà intégrées dans nos formations qui permettent à ces publics-là, justement, de ne pas décrocher. Ensuite, concernant, comme le disait Madame Legault, qui en plus est vice-présidente d'un groupement d'employeurs, donc en effet, elle doit bien le savoir, on n'a pas vraiment, c'est pas une concurrence, le groupement d'employeurs vis-à-vis de l'intérim. On n'a pas vraiment de concurrence, si on regarde bien. Le groupement d'employeurs doit répondre à un besoin récurrent. Normalement, l'intérim, par nature, devrait répondre à un besoin ponctuel. On le sait tous que l'intérim prend la place aussi des besoins récurrents. Maintenant, on en a besoin de cet intérim parce que c'est une variable d'ajustement très intéressante dans l'économie française. Mais je pense qu'il est temps de laisser rentrer justement un peu ces groupements d'employeurs et d'encourager ce développement des groupements d'employeurs, en effet, pour venir, qu'on fait, déprécariser ces populations intérimaires qui ont aujourd'hui qu'une seule aspiration, c'est d'avoir un moment les moyens de faire un prêt pour acheter leur maison ou en tout cas développer leur vie privée. Et aujourd'hui, c'est vrai que le problème financier du BFR est un problème majeur pour les groupements d'employeurs qui ne sont pas aidés, sachant qu'on est une association, vous savez, ça n'attire pas vraiment les banques et encore moins la BPI, ce qui n'est pas logique selon moi. Et vous avez en plus des OPCO donc, qui ne font pas leur boulot en termes d'enveloppe de formation auquel on doit accéder de manière réactive, de manière ciblée, de manière mutualisée. Aujourd'hui, si j'ai des petites entreprises qui me demandent tout de suite 20 personnes à embaucher, j'ai besoin de les former, je ne suis pas les embaucher, mais je vais avoir besoin de les former. L'OPCO me dira, oui, mais c'est quel métier? Sauf que l'OPCO me dit, mais moi, je suis plutôt spécialisé dans telle et telle branche parce que les OPCO sont très fléchés en termes de branche d'activité, alors qu'un groupement d'employeurs est multisectoriel la plupart du temps. Et donc, forcément, il ne correspond pas forcément au savoir-faire de l'OPCO. Donc, il faudrait créer en quelque part un OPCO spécifique pour les groupements d'employeurs, voilà, selon moi. Merci de vos précisions. Je ne vois plus de questions en me tournant vers mes collègues. Écoutez, Madame, Messieurs, merci beaucoup de vos témoignages respectifs. Beaucoup d'intérêt de notre part, beaucoup d'ouverture pour des réflexions à suivre dans tous les domaines que vous avez évoqués. Donc, on vous remercie vraiment de cet échange, d'avoir consacré un peu de votre temps à notre travail parlementaire et évidemment à notre intérêt pour les entreprises. On aura peut-être l'occasion à un moment ou à un autre de visiter l'un ou l'autre sur le terrain. Et donc, merci beaucoup, bonne continuation et je salue aussi mes collègues qui étaient en visioconférence. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.